Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on vous a préparé une petite vidéo de correction de la colle en autonomie que vous avez eue pour vous expliquer surtout les dernières notions du poly que vous n'avez pas pu avoir en mini-colle avec nous parce que vous n'aviez pas fini les cours avec le professeur SDF. Donc, on va pouvoir commencer la correction de cette colle. Donc pour le premier QCM, il y avait 3 réponses de vrai. La A était vraie, la surface auriculaire du sacrum est bien concave et celle de l'os coxal est convexe. Donc vous avez la surface auriculaire ici de l'os coxal. Et pour le sacrum, donc on a le moyen mnémotechnique, sacrum, rail creux et fosse criblée. Donc vous avez CR à chaque fois dans les mots pour retenir que ça va ensemble. Donc rail creux c'est concave et c'est ce qu'on appelle aussi le rail creux de Farabeuf. La B était vraie. Le ligament interosseux s'insère en arrière de la surface auriculaire de l'os coxal. Ça, c'est vrai. Donc, vous allez avoir le dorsal ici, donc il va s'insérer ici. La C était fausse. Le ligament sacro-tubéral, il s'insère bien sur la face latérale du sacrum, mais pas que uniquement. Il s'insère sur la face latérale du sacrum et aussi du coccyx. Puis, il va converger vers la face interne de l'os coxal. Donc, voilà. L'AD était fausse. Lors d'un traumatisme de cette zone, vous allez surtout avoir une fracture de l'aileron sacré et non une disjonction sacro-iliaque pour la simple et bonne raison que le bassin est tellement, enfin cette articulation est tellement soudée et forte et stable qu'elle va rarement être, il va rarement y avoir une disjonction ou plutôt une fracture. Et la E était vraie, elle ne possède aucun muscle moteur. Donc la réponse c'était ABE. Ensuite, pour le QCM2, donc toujours sur la charnière sacro-iliaque, il y avait 3 réponses de vraies. Donc la A était vraie, il s'agissait bien d'une diarthrose en arthrose. La B était fausse, son ubiquité lui permet de fragmenter la charge non pas verticalement mais horizontalement. La C était vraie. Le muscle piriforme, il se trouve bien au contact de cette articulation, mais attention, il n'est pas moteur de cette articulation. Il vient au contact, mais il ne va pas permettre une mobilité à cette articulation. Ensuite, pour la D, le sacrum, il reçoit des charges axiales de la tête, du tronc, enfin du squelette axial, et du squelette appendiculaire supérieur, et non pas inférieur, étant donné que c'est en dessous de lui, donc il ne reçoit pas des charges inférieures. Donc il reçoit des charges de ce qui est situé au-dessus de lui. Et la E était vraie. Quand il subit une pression de la part du rachis, ça tend à écarter les ailes iliaques. Donc vous avez ici votre sacrum. Quand il va subir une pression de la part du rachis, ça va écarter les ailes iliaques, un peu comme quand vous allez fendre du bois en deux. Vous amenez une pression verticale, donc comme si le rachis, votre H c'est le rachis, sur votre bassin et ça écarte les ailes iliaques, ça écarte le bois. Donc les réponses ici étaient ACE. Pour le QCM3, c'était sur des muscles appendus à des processus vertébraux. Il y avait encore 3 réponses de vraies. Donc la A était vraie. Le muscle longicimus du cou est bien de C2 à TH5. Le muscle longicimus du cou ou long du cou ou transversaire du cou peut être considéré comme une portion supérieure du long dorsal. Et vous avez aussi le long de la tête. En fait, c'est, on va dire, le même muscle fragmenté en 3 parties, tête, cou et dorsal. Donc, ce qui faisait que la B était vraie. La C est fausse parce que les muscles intertransversaires monosegmentaires ne sont pratiquement pas représentés au niveau thoracique. Ici, vous pouvez le voir, les muscles intertransversaires, ils sont surtout au niveau lombaire, mais au niveau thoracique, très très peu. La D était vraie. Le muscle épineux est surtout représenté au niveau thoracolombaire. Donc, vous avez le muscle épineux ici qui est surtout au niveau thoracique et au lombaire. Et la E était fausse. Les muscles interépineux sont constants non pas au niveau lombaire, mais au niveau thoracique. Ce qui faisait que les bonnes réponses pour ces QCM étaient ABD. Donc voilà pour moi, j'ai fait la correction des 3 premiers. Donc je vais vous laisser avec Anto qui va vous corriger les 3 prochains QCM. J'espère que ça a été jusque-là pour vous et je vous souhaite que du courage et de la force pour ces révisions qui arrivent.
et je vous fais des gros bisous. Salut l'équipe, bon alors on se retrouve pour corriger les QCM 4, 5, 6 de cette colle. Donc d'abord le QCM 4, pardon, donc l'item A d'abord était faux, donc le muscle grand dorsal il vient s'insérer sur la paroi postéro-latérale du thorax et pas postéro-médial, donc il est vraiment ici en latéral sur notre thorax, il n'est pas au niveau médial, donc l'item A était faux, l'item B quant à lui il était vrai, donc ce muscle vient s'insérer sur les processus épineux de la moitié inférieure de la colonne thoracique. Donc on voit moitié inférieure, donc on va considérer à peu près de T6 à T12. Donc là on voit bien qu'il s'insère bien sur cette colonne thoracique au niveau des processus épineux. Il s'insère aussi sur la colonne lombaire, donc on est un peu plus bas ici, en dessous de la colonne thoracique, et aussi sur la crête sacrée, donc on voit un petit peu l'insertion ici, au niveau de la crête sacrée. L'item C était vrai aussi, donc elles prennent, les fibres ont une insertion aussi accessoire sur les 4 dernières côtes, donc c'est-à-dire 9, 10, 11 et 12. Donc là on a l'insertion accessoire du grand dorsal. L'item D était faux, donc c'est le grand rond et pas le petit rond dans l'item, donc le tendon terminal pardon, du grand dorsal il vient s'insérer sur le bord inférieur, donc en dessous du grand rond et pas du petit rond. Et l'item E était vrai, donc le grand dorsal c'est bien un rétropulseur, rotateur médial et adducteur du bras. Donc là après je vous ai mis un petit schéma récapitulatif avec les muscles, donc on peut revoir donc le grand dorsal ici qui vient s'insérer sur le bord inférieur du grand rond ici, alors que le petit rond en fait il est un peu au-dessus, voilà on le voit ici, le petit rond il est plus cranial que le grand rond. Donc QCM 4 c'était B, C et E. QCM 5, donc là c'était sur le diaphragme. Donc l'item, en fait les items A et B on avait inversé les insertions des piliers principaux. Donc le pilier droit ici vient s'insérer sur L1, L2 et L3, alors que le pilier gauche sur seulement L1 et L2, on le voit là. Ici il va pas jusqu'à L3, il s'arrête à L2 le pilier gauche. L'item C était faux, donc ici on a les piliers, donc les deux piliers principaux, ils viennent former le ligament médian et le ligament arqué médian, et il vient laisser le passage en fait délimiter le hiatus aortique et pas le hiatus œsophagien du diaphragme. Donc on a ici le passage de l'aorte abdominale entre les deux piliers principaux. L'item D était vrai, donc le ligament cintré ou ligament arqué latéral, donc il est tendu entre le sommet du premier processus costoïde qui est ici jusqu'à l'extrémité de la 12e côte. Donc l'item D était vrai et l'item E était faux, donc le hiatus costo-diaphragmatique de Henle il est au-dessus du ligament arqué latéral et pas médial. Donc on le voit pas sur ce schéma. Et voilà, ici il faut s'imaginer un petit espace triangulaire en fait, sans fibre musculaire, où on a la plèvre et le péritone qui se retrouvent accolés. Donc QCM5, il y avait juste l'item D de vrai. Ensuite QCM6, donc là c'était sur les veines pelviennes. Donc l'item A était vrai, donc les organes pelviens sont essentiellement drainés par les veines iliaques internes. Donc ça paraît, c'est un peu il faut vraiment visualiser, c'est un peu logique. On sait on va avoir nos organes pelviens qui vont être ici plus médial pardon, et du coup ils vont être drainés par la veine iliaque interne qui va être ici plus médiane. Donc l'item A était vrai, l'item B était faux. Donc on avait les veines vésicales inférieures, génitales et rectales moyennes qui se drainent par le courant pelvien supérieur. Donc ici, donc en 10, on avait la veine vésicale, 13, on avait les veines génitales, les veines intestino-viscères pelviennes, qui comprennent les veines génitales, pardon, ici. Et en 14, les veines rectales moyennes. Donc bien attention, c'est rectale moyenne et pas rectale supérieure, puisque la veine rectale supérieure, déjà, elle est unique. Et elle est drainée par le système porte. Donc elle est drainée par le système porte par la veine mésentérique inférieure. Donc l'item B était faux, l'item C était vrai.
Donc la veine iliaque externe fait suite à l'artère fémorale, donc on l'a ici la veine iliaque externe. Il faut s'imaginer donc plus bas, elle fait suite à l'artère fémorale et elle vient rejoindre la veine iliaque interne ici, au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Donc on a notre sacrum ici, plus latéralement on a notre os coxal, pardon, et donc on voit ici que ces deux veines elles se rejoignent pour former la veine iliaque commune au niveau en fait de l'articulation plus antérieurement à cette articulation iliaque coxo-iliaque. L'item donc C était vrai, l'item D était faux. Donc au niveau des plexus, donc les veines des plexus, elles ont pas plusieurs valvules, en fait elles sont avalvulaires. Donc il n'y a pas de valvule au niveau des veines des plexus et elles sont appliquées contre la paroi des organes. Donc cette deuxième partie d'item était vraie, mais c'était vraiment les veines des plexus, elles n'ont pas de valvule. Elles sont avalvulaires du coup. L'item E était faux. Donc le plexus vésicaux, donc là on a notre vessie, et donc les plexus vésicaux, on voit qu'ils vont être inférolatéraux. Donc ici on a notre pubis, donc là c'est la partie latérale de la vessie, et on voit qu'ils sont plus inférieurs. Ils ne sont pas supérolatéraux, ils sont inférolatéraux, donc plus sur la partie inférieure de la vessie. Et donc pour le QCM6, on avait les items A et C de juste. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous et bon courage. Coucou, du coup, je vais vous corriger les QCM 7, 8 et 9. Donc, on va commencer par le QCM 7, où il y avait 3 items de vrai, c'était les items B, C et E. Donc, ce qui n'est pas dans le A, c'est que l'artère rectale supérieure, elle est la branche de l'artère mésentérique inférieure et non pas supérieure, comme on vous avait mis dans l'item. Hop, donc là, vous voyez bien sur ce schéma, sur la diapo, hop, l'artère rectale supérieure qui est ici, qui est bien une branche de l'artère mésentérique inférieure. Et petit rappel, l'artère rectale supérieure, c'est bien l'artère principale du rectum. Ensuite, l'item B, donc il était vrai, les artères rectales moyennes, elles vascularisent la partie inférieure du rectum ainsi que la paroi antérieure du canal anal. Ensuite, pour l'item C, il était également vrai, les artères rectales inférieures, elles cheminent dans la région périnéale. Pour l'item D, c'était faux parce que la veine sacrale médiale, elle se draine dans la veine iliaque commune gauche et non pas la droite. Donc là, pareil, hop, vous pouvez le voir sur ce schéma ici de la vascularisation veineuse du rectum. Et enfin, pour le dernier item, c'était le E. Du coup, il était vrai. La limite entre les collecteurs lymphatiques moyens et inférieurs, elle se situe bien au niveau de la ligne pectinée. Donc voilà pour ce QCM, où je vous rappelle, les 3 items vrais étaient les items, hop, B, C et E. Donc pour le QCM 8, il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, D et E. Donc le A, vraiment, essayez de le retenir au max. C'est un item qui revient vraiment hyper souvent, donc vraiment il faut le retenir. C'est que le rectum pelvien, il a une innervation qui est purement végétative. Donc voilà, on vous l'a remis en grand ici sur la diapo pour que vraiment vous essayiez de l'imprimer au max. Ensuite, pour l'item B, celui-ci par contre il était faux. Le contingent parasympathique du rectum pelvien et non pas périnéal, il provient des deux nerfs érecteurs et c'est exactement le même piège qu'on a fait dans l'item C. Le contingent orthosympathique, enfin vous pouvez aussi dire sympathique, du rectum pelvien, il provient des deux nerfs hypogastriques. Donc voilà, vous avez le petit rappel ici dans le tableau. Ensuite, l'item D, il était vrai, le sphincter externe, il est innervé par les nerfs rectaux inférieurs. Ces nerfs rectaux inférieurs, pour rappel, ce sont des branches du nerf pudendal interne. Donc, hop, vous le voyez ici, sur le schéma de droite, vous avez le nerf pudendal, qui donne le nerf rectal inférieur. Et enfin, pour le dernier item qui était vrai, le nerf rectal moyen, il provient bien de S3. Et pour rappel, le nerf rectal moyen, son synonyme, c'est le nerf anal. Donc voilà, les deux, ça veut dire la même chose. Donc voilà pour ce QCM 8, où il y en avait 3 de vrais. Hop, ça réapparaît. C'était les items A, D et E. Et enfin, pour le QCM 9, donc voilà, déjà ici, petit spoil, il n'y a qu'une seule artère sacrale médiale, donc petit tips, vous allez en avoir besoin dans le QCM. Donc il y avait 3 items de vrai, c'était les items A, B et C. Donc le A, chaque colonne de la zone des colonnes, c'est le site d'un rameau terminal de l'artère rectale inférieure, c'est vrai. Pour le B, la zone intermédiaire, elle correspond au pecten anal, donc voilà, on peut dire les deux. Et cette zone-là, donc, elle est située entre la ligne pectinée et la ligne anocutanée. Donc, pour mieux visualiser tout ça, hop, petit schéma, où ici, vous avez la zone des colonnes, juste en bas, la zone intermédiaire, et après, ensuite, la zone cutanée. Ensuite, pour l'item C, qui était un item aussi vrai, la zone anocutanée, elle est constituée d'un revêtement de type
cutanée avec des glandes sudoripares circuminales. Ensuite, pour l'item D, ce qui était faux, c'était que la muqueuse du canal anal, elle est différente, elle n'est pas identique, elle est vraiment différente selon les niveaux. Donc au niveau de la zone des colonnes, vous allez avoir un épithélium qui va être transitionnel cylindrique. Ensuite, juste en dessous, vous allez avoir la zone intermédiaire ou pecten anal, où là, l'épithélium il va être squameux. Et enfin, vous allez avoir de l'épiderme cutané au niveau de la zone anocutanée. Et ensuite, le dernier item, le E, il était faux. Hop, pardon, avant ça, je vous remets une photo des épithéliums. Donc là, vous voyez bien la différence des épithéliums. Donc bien une muqueuse qui est différente selon les niveaux. Et ensuite, donc, le spoil que je vous ai mis tout à l'heure pour l'item E. Donc, ce ne sont pas les artères sacrales médianes, mais l'artère sacrale médiane qui descend verticalement sur le promontoire du sacrum et qui chemine dans l'espace rétrorectal jusqu'à la face postérieure du canal anal. Et donc voilà, donc c'est bien une seule artère sacrale médiane qui naît donc de la face postérieure de la bifurcation aortique. Donc voilà pour ce QCM. Ah voilà, hop, ça a rebougé un petit peu pour vraiment bien l'imprimer au max. Et donc les items vrais qui étaient les items A, B et C. Donc voilà, c'est tout pour moi pour la correction de cette colle en autonomie. J'espère que ça s'est bien passé. Et voilà, après ça, du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout mon courage. Et voilà, des gros bisous. Alors, du coup, maintenant pour le QCM 10, il y avait 3 réponses de juste. Donc, du coup, pour l'item A, il était faux parce que c'est pas la face latérale de l'ovaire qui a un rapport avec l'infundibulum de la trompe et le mésosalpinx, mais c'est la face médiale. On peut le voir ici. Donc voilà, l'infundibulum, là, j'arrive pas à le dire. Mais et voici la face médiale de l'ovaire. Il faut bien que vous vous représentiez la disposition des ovaires. Je sais qu'en passé, j'avais du mal à me le représenter. Ils sont souvent représentés comme ça. Mais en fait, les ovaires sont vraiment derrière et les trompes vont venir s'incruster un peu sur la face médiale en fait des ovaires. Du coup, l'item A, il était faux. L'item B, il est vrai. Le bord mésovarique correspond au bord ventral de l'ovaire. Donc voilà, on peut voir le mésovarium ici. L'item C, il est vrai aussi. Le ligament lombo-tubo-ovarien se trouve à l'extrémité tubaire. Du coup, l'extrémité tubaire, elle correspond à l'extrémité supérieure de l'ovaire. Du coup, ici. Et du coup, le ligament lombo-tubo-ovarien, il correspond au ligament suspenseur de l'ovaire. Donc, on peut l'appeler de ces deux façons-là. Et donc, du coup, c'est pour ça que le ligament suspenseur de l'ovaire se trouve à l'extrémité tubaire. Il était vrai. L'item D, il était vrai aussi. Leur extrémité inférieure correspond au ligament utéro-ovarien. Donc voilà, leur extrémité inférieure est ici, de l'ovaire. Et le ligament utéro-ovarien, ça correspond au ligament propre de l'ovaire. On peut aussi l'appeler de ces deux façons-là. Et ensuite, l'item E, il était faux, parce que les rapports de l'ovaire se font essentiellement avec les uns grêles et le côlon, et non pas les reins qui sont quand même vachement plus haut situés que les uns grêles et le côlon. Voilà pour ce QCM, donc les réponses justes, c'était les réponses B, C et D. Ensuite, QCM 11. Pour l'item A, l'angle inférieur du corps de l'utérus correspond non pas au fond utérin, mais à l'isthme. En fait, l'isthme, ça va être donc la partie qui se situe entre le corps de l'utérus et le col de l'utérus. Donc, l'angle inférieur du corps, ça va correspondre à l'isthme, parce que le fond utérin, il se trouve ici. Du coup, il se trouve en fait à l'angle, au niveau supérieur de l'utérus. Ensuite, l'item B, il est faux parce que la couche musculaire du corps de l'utérus est plexiforme. Du corps de l'utérus, donc voilà, la couche musculaire du corps de l'utérus, ça correspond au myomètre qui est ici. Et la couche musculaire du col de l'utérus donc, va être ici, et c'est celle-là qui va être circulaire. Donc ici, plexiforme, ici, circulaire.
L'item C, il est faux aussi, parce que l'endomètre est la muqueuse du corps de l'utérus. L'endomètre, donc voilà, l'endomètre, c'est cette muqueuse-là, du coup, du corps de l'utérus, et non pas du col, parce que l'endomètre du col de l'utérus va s'appeler l'endocole. Voilà, donc non, je dis des bêtises. Du coup, l'endomètre correspond à la muqueuse du corps de l'utérus, pardon, et la muqueuse du col de l'utérus correspond à l'endocole. Je m'y perds aussi. Du coup, la D et E sont justes. Du coup, voilà, l'isthme correspond à la partie entre le corps et le col. J'espère que j'ai quand même été claire. Le QCM 11, du coup, c'était D et E pour les réponses justes. QCM 12, hop, il y avait 2 réponses de justes, et du coup, pour commencer, l'item A, il était faux, parce que l'artère ovarique constitue l'un des éléments du ligament suspenseur de l'ovaire. Donc, on l'a vu précédemment, le ligament suspenseur de l'ovaire, ça va être celui-ci, en 2, et l'artère ovarique est ici. Et non pas du propre, du coup, le ligament propre qui est ici. La B est vraie, la C est fausse. Le rameau ovarique médial constitue l'un des éléments du ligament propre de l'ovaire et non pas suspenseur, parce que du coup le rameau ovarique médial va se situer ici, donc au niveau du ligament propre, qu'on a vu précédemment aussi. Et l'item D, il était faux, parce que le drainage veineux des ovaires forme un important plexus veineux pampiniforme et pas piriforme. Parce que du coup, un peu de latin. En latin, alors je vous le lis, pampinus signifie branche et feuillage de vigne, et pira réfère à la poire, le fruit. Du coup, une structure piriforme aura une structure de poire, elle aura une forme de poire, et pampiniforme réfère à une forme de pampre. Pampre, c'est une branche de vigne avec toutes ses feuilles et voilà, les grappes. Et donc du coup, je vous ai mis le drainage veineux des ovaires ici. Donc faut être assez... faut s'imaginer un peu que ça ressemble à une branche de vigne, mais en tout cas ça ressemble pas à une poire, donc voilà, par élimination. Voilà, et l'item E, il était vrai, parce que à gauche, la veine ovarique se jette dans la veine rénale, on le voit ici, la veine ovarique gauche, dans la veine rénale, alors que la veine ovarique droite va se jeter dans la veine cave inférieure. Voilà, donc ça c'est bien à savoir. Donc du coup, les items vrais étaient les items B et E. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout s'est bien passé jusqu'à présent. Moi je vais passer à la correction des 4 prochains QCM. Donc pour le QCM 13, item A, la vascularisation artérielle du vagin provient des 3 artères suivantes, artère utérine, artère génitale accessoire et artère rectale supérieure. Il est faux, parce qu'on a bien du coup l'artère utérine qu'on retrouve ici et ici sur ce schéma, artère vaginale qui correspond à l'artère génitale accessoire qu'on retrouve là et ici, mais c'est pas l'artère rectale supérieure qui correspond elle à la branche terminale de l'artère mésentérique inférieure, mais ça correspond du coup à l'artère rectale moyenne. Je suis désolée, j'ai pas trouvé de schéma mieux que celui-là. En gros, ça reprend un peu le schéma que vous avez dans votre poly. En gros, vous avez du coup ici l'artère iliaque externe, iliaque interne, et là l'artère rectale moyenne. Alors on est ici chez l'homme puisqu'on voit qu'il y a la prostate, donc artère rectale moyenne qui vascularise chez l'homme prostate et vésicule séminale, mais chez la femme qui va vasculariser du coup le vagin. Donc on le voit un petit peu plus facilement ici parce qu'elle va descendre et donc vasculariser le vagin à cet endroit-là. L'item B est vrai, l'artère vaginale est née de l'artère iliaque interne. Artère vaginale et artère utérine en fait naissent de l'artère iliaque interne qui serait ici si elle était représentée sur le schéma. C'est pour ça que je vous ai mis celui-là de schéma parce que là on voit qu'il y a l'artère iliaque interne qui donne les 2 artères. L'item C, après s'être drainé dans le plexus veineux sagittal, la vascularisation veineuse se draine dans les veines utérines. Veine vaginale et veine rectale supérieure est faux parce que c'est veine rectale moyenne, ça suit
la disposition des artères. L'item D est vrai. On rappelle que du coup l'introïde vaginal ça correspond à l'ouverture inférieure du vagin. Et l'item E est aussi vrai, le vagin est bien vascularisé par le plexus hypogastrique inférieur et le nerf pudendal interne. Donc les réponses étaient BDE. Pour le QCM 14, l'item A, le fornix vaginal correspond à un cul-de-sac annulaire autour de la partie vaginale du col. C'est vrai. Vous avez votre col qui a une partie vaginale, c'est-à-dire qu'une partie de votre col se situe dans le vagin, on le voit bien ici, le vagin qui remonte un petit peu au-dessus du col, et cette partie-là qui forme un cul-de-sac, c'est ce qu'on appelle le fornix vaginal. L'item B, l'introïde vaginal est fermé par l'hymen chez la multipare est faux. On rappelle qu'une femme multipare, c'est une femme qui a eu plusieurs grossesses. Nullipare, c'est une femme qui a eu aucune grossesse. Et l'hymen, il se situe en fait chez la femme qui est vierge. Mais, enfin, il faut savoir quand même que toutes les femmes vierges n'ont pas d'hymen. C'est quand même assez inconstant. L'item C, on distingue deux segments à la parentère du vagin, un segment vésical, un segment urétéral. C'est faux. Alors, on l'a fait pas mal de fois ce piège. Donc, sur une coupe du petit bassin chez la femme, vous avez votre vagin. Donc, il y a bien un segment vésical qui correspond à la face postérieure de la vessie et un segment non pas urétéral mais urétral, puisque c'est la face postérieure de l'urètre. On rappelle que l'urétère, c'est ce qui ramène l'urine des reins jusqu'à la vessie au niveau du trigone vésical. L'item D, le segment péritonéal de la paroi postérieure du vagin est en rapport avec le cul-de-sac recto-vaginal est vrai. Donc vous avez ici votre cul-de-sac recto-vaginal qui correspond au cul-de-sac de Douglas. Et en fait, ce qui peut se passer quand vous avez des irritations péritonéales qu'on appelle des péritonites, en gros c'est quand vous avez du liquide dans votre cavité péritonéale. Ce qui se passe c'est qu'avec la gravité, le liquide et l'infection en fait va aller vers le bas et ça va aller du coup dans les deux cul-de-sac recto-vaginal donc de Douglas et vésico-utérin et quand on va faire un toucher pelvien donc toucher soit rectal chez l'homme et chez la femme soit vaginal chez la femme pour justement essayer de faire le diagnostic et qu'on va assez profondément pour toucher le cul-de-sac de Douglas, on peut avoir ce qu'on appelle le cri du Douglas. En fait, vu que c'est irrité, inflammé, le patient ou la patiente va crier et c'est ce qu'on appelle le cri du Douglas. L'item E est vrai. Le segment périnéal des parois latérales du vagin correspond au muscle du périnée profond et superficiel. Donc le muscle des muscles du périnée serait en fait ici. On a pas mal de schémas sur internet pour ça. Donc du coup, les réponses étaient ADE. Pour le QCM 15, l'item A. Le périnée est limité latéralement par les branches ischiopubiennes et les ligaments sacrotubéraux, c'est ce que vous voyez ici, donc c'est vrai. Branches ischiopubiennes qui, on rappelle, réunissent le pubis à l'ischion, puisque vous savez que l'os coxal c'est formé de 3 os, pubis, ischion et ilium. Donc ce sont là les branches ischiopubiennes et là les ligaments sacrotubéraux qui vont relier le sacrum à la tubérosité ischiatique. Donc ça c'est vrai. L'item B, le centre tendineux du périnée prolonge en bas le septum vésico-vaginal. C'est faux, parce que c'est pas le septum vésico-vaginal mais recto-vaginal. Vous voyez en fait que le centre tendineux du périnée se situe entre le rectum et le vagin chez la femme. Donc ça va prolonger le septum recto-vaginal. L'item C, le plan profond du triangle urogénital comprend 4 muscles. C'est faux. C'est le plan superficiel qui en comprend 4, mais le plan profond n'en comporte que 2. Le muscle sphincter externe de l'urètre et le muscle transverse profond du périnée. Muscle transverse profond, du coup, qu'on retrouve en fait sous la membrane. Ici, vous voyez que vous avez une membrane, c'est un peu blanc. C'est la membrane périnéale. Et donc, en fait, c'est ce qu'on retrouve en dessous. Il y a le muscle transverse profond qui, du coup, est bien un agent principal de l'érection pour le QCMD, puisqu'en fait, il va comprimer, lors de sa contraction, il va comprimer les veines des corps érectiles, en l'occurrence ici du clitoris. Et l'item E, le muscle transverse profond est innervé par un rameau du nerf pudendal, c'est vrai, comme à peu près la plupart des muscles du périnée, c'est innervé par le nerf pudendal. Donc les réponses ADE. Pour le QCM 16, l'item A, le plan superficiel du périnée est composé d'autant de muscles que le plan profond, c'est faux, c'est ce qu'on a vu. Le plan profond, il en comporte 2 et le plan superficiel en comporte 4. Et donc, vous voyez que c'est le même schéma que le QCM précédent. Mais là, vous avez du coup une vue du plan superficiel. L'item B,
le muscle transverse facial du périnée joue un rôle dans la défécation en comprimant la face postérieure du rectum. Vous avez votre muscle transverse facial du périnée qui se situe ici et qui va, comme vous le voyez, comprimer la face antérieure du rectum et non pas postérieure. Donc il s'insère sur les tubérosités sciatiques, sur le centre tendineux du périnée et sur le raphet prérectal, donc devant le rectum, donc ça comprime la face antérieure du rectum. L'item C est vrai, le muscle ischio-caverneux s'insère sur la tubérosité sciatique et joue un rôle dans l'érection, ça c'est vrai, puisqu'il va comprimer les corps caverneux du clitoris. L'item D, le muscle bulbo-spongieux s'insère sur la face inférieure du clitoris est aussi vrai. On voit ici le clitoris par transparence, donc ça montre bien que le muscle bulbo-spongieux est sous le clitoris et donc à sa face inférieure. Et l'item E, le muscle constricteur de la vulve est le seul muscle du plan spermatique qui ne s'insère pas sur le centre tendineux du périnée, c'est complètement faux. Bon là on ne voit pas le muscle constricteur de la vulve, mais en fait pratiquement tous les muscles du centre tendineux du périnée, en tout cas tous les muscles du centre tendineux du périnée au niveau du triangle urogénital s'insèrent sur le centre tendineux du périnée. Donc cet item-là était faux. Donc les réponses étaient CD. Donc voilà, j'ai fini la correction des 4 QCM. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions toujours pareilles, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite énormément de courage pour vos semaines de révision. Et je pense fort à vous en ces temps pas ouf, mais vous êtes sur la dernière ligne droite et puis ça va le faire quoi. Il reste pas beaucoup de temps. Alors motivez-vous là. C'est le moment d'aller à fond et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Recoucou tout le monde, c'est encore moi. Je vous fais une petite vidéo de justification, de correction de la correction parce qu'en fait pour la 16E je me suis trompée. Je vous ai dit que en fait l'item E est bien faux parce que le muscle constricteur de la vulve s'insère sur le centre tendineux du périnée. Par contre la justification que je vous ai donnée est fausse puisque je vous ai dit que tous les muscles du plan superficiel du périnée s'insèrent, du moins au niveau du triangle urogénital, s'insèrent sur le centre tendineux du périnée, mais c'est pas vrai parce qu'on a le muscle ischio-caverneux qui, lui, comme on l'a vu sur la diapo d'avant, ne s'insère pas du tout sur le centre tendineux du périnée. Donc je suis désolée de cette erreur, j'espère que vous m'en voulez pas. Je voulais pas vous laisser en vrai, c'est pour ça. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment avec Quentin et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite énormément de courage pour vos semaines de révision. Et je pense fort à vous en ces temps pas ouf, mais vous êtes sur la dernière ligne droite et puis ça va le faire quoi. Il reste pas beaucoup de temps. Alors motivez-vous là. C'est le moment d'aller à fond et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Et coucou tout le monde, du coup on se retrouve pour la correction de la colle en autonomie 1. Donc on voulait vous faire cette correction pour pouvoir traiter de la dernière partie d'SDF qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous faire en séance. Donc j'espère que cette colle s'est bien passée, que la correction juste avant s'est bien passée. Et nous donc on va enquiller sur les QCM 17, 18, 19 et 20 pour terminer ça en beauté. Alors, laissez-moi juste faire un peu de technique. Hop, donc là normalement... Vous voyez le diaporama et ma tête. Alors, je vais faire le spectateur de Roland Garros pendant toute la correction parce que j'ai mes notes entre guillemets sur l'autre écran. Voilà. Alors, on va commencer avec le QCM 17. Donc, les bonnes réponses étaient A et D. Donc, la A était vraie. Le nerf pudendal naît bien de la 3e racine sacrale. Donc quand on dit ça, on dit que en fait vous allez avoir la 3e racine sacrale qui va sortir du foramen intervertébral et le nerf pudendal en fait il est directement en continuité. Il recevra aucun autre nerf sur son chemin. Voilà. Ensuite la B était fausse, donc le paquet vasculo-nerveux du périnée pénètre au niveau donc du périnée justement, non pas par la grande échancrure mais par la petite échancrure. Oups. Ah. Alors attendez. Hop. Voilà. Donc, je vous ai tourné une petite vidéo pour vous montrer en fait ces deux échancrures et le trajet de l'artère pudendale interne. Donc, vous avez donc votre bassin en vue postéro-latérale en fonction du stade de la vidéo. Vous allez avoir le ligament sacrotubéral ici, donc des faces latérales du sacrum et du coccyx jusqu'à la tubérosité sciatique, et là le sacro-épineux, donc des faces latérales du sacrum jusqu'à l'épine sciatique. Et donc, ces deux ligaments vont délimiter deux espaces, la grande échancrure sciatique
au-dessus donc de cette épine sciatique et de ce ligament sacro-épineux, et au-dessous de celui-ci et entre donc celui-ci et le ligament sacro-tubéral, la petite échancrure sciatique. Donc, cette artère pudendale interne va quitter le bassin où elle prend naissance donc à partir de l'iliaque interne par la grande échancrure sciatique. Elle vient contourner ce ligament sacro-épineux pour pénétrer dans le périnée par la petite échancrure sciatique. Et une fois dans le périnée, elle va cheminer dans un espace, juste ici, qu'on appelle le canal pudendal d'Alcock, qui est limité latéralement par les branches ischiopubiennes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on ne dit pas Alcock ou Alcock. Je ne suis pas très fort en tout ce qui est anglophone comme ça. Voilà, donc la B était vraie. Alors mon ordinateur est en train de faire le rafale, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc ensuite, pour la C, elle était fausse également. Donc l'artère rectale, non pas supérieure, mais inférieure, est une branche de la pudendale interne. Donc pour ça, je vous ai sorti ce schéma. Donc vous reconnaissez la pudendale interne juste ici qui quitte le bassin par la petite échancrure, par la grande, et qui pénètre dans le périnée par la petite, pardon. Cette artère pudendale interne, elle va donner une première branche que l'on appelle la rectale inférieure, juste là, qui va cheminer donc en superficielle pour venir innerver le canal anal qui se situe donc, qui est donc dans le périnée. Donc voilà. L'artère rectale supérieure, elle dérive de la mésentérique inférieure. Donc ça c'est du S1, la mésentérique inférieure c'est une branche de l'aorte abdominale, donc en L3. Cette mésentérique inférieure, elle vascularise le tiers gauche du côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde et le rectum péritonisé. Et tout ce territoire sera drainé par le système porte. Ensuite, j'en étais où moi ? La D, oui, était vraie, donc les artères pudendales externes vascularisent le plan cutané du périnée. Donc les pudendales externes, je vous les ai pas représentées ici, mais sur le Camina, le Néther, même sur internet, vous les retrouvez et vous comprendrez mieux leur rôle. Ce sont des branches en fait collatérales qui naissent aussitôt de l'artère donc fémorale commune après donc sa naissance sous le ligament inguinal. Donc faut s'imaginer que la fémorale est par ici, qu'elle va donner la pudendale externe donc qui cheminera comme ceci, et donc ça explique son rôle et son intervention dans la vascularisation du plan cutané du périnée, notamment au niveau de tout ce qui est mont du pubis, etc. Donc les bonnes réponses pour le QCM10, il reste la E. Donc la E, le drainage lymphatique pudendal interne se draine non pas dans les nœuds inguinaux superficiels, mais iliaques internes. Alors, là, il faut raisonner un petit peu comme un paquet. Vous allez avoir le paquet pudendal interne, avec dedans artère, veine, nerf et lymphatique. Donc l'artère pudendale interne vient de l'iliaque interne. Ce qui explique que la veine pudendale interne se drainera dans l'artère iliaque interne et que les lymphatiques pudendo-internes se draineront dans les lymphatiques iliaques internes. Voilà. Donc les bonnes réponses pour le 17 étaient A et D. Alors maintenant, on va passer donc au 18. Donc 18, les bonnes réponses étaient A, B, C, D. Donc là est vrai. Donc les grandes lèvres mesurent bien 1,5 cm de hauteur à partir du plancher entre guillemets de la vulve jusqu'au sommet donc des grandes lèvres. Ensuite, la B est vraie également, la face interne des grandes lèvres est lisse et glabre, donc glabre qui veut dire dépourvu de poils, comme les jeunes adolescents et les enfants, etc. Ensuite, la C était vraie, donc la couche profonde des grandes lèvres contient un muscle lisse appelé le dartos labial. Alors j'ai voulu essayer de comprendre ce que voulait dire le mot dartos en le cherchant sur le Wiktionnaire là. Ça vient du grec ancien et ça veut dire membrane qu'il faut dépouiller ou chose à dépouiller, à écorcher. Donc j'ose espérer que c'est un terme qui est purement anatomique d'un point de vue de dissection. Vous voyez, genre faut mettre les ciseaux dedans et le décoller pour disséquer cette zone-là. Et pas un truc de sadique. Voilà. J'espère que c'est un anatomiste qui a donné ce nom-là quand même. Voilà. Donc ensuite, la D était vraie, donc l'extrémité antérieure des petites lèvres se dédouble en un repli antérieur appelé donc le prépuce clitoridien. Donc les petites lèvres, elles sont juste ici. Elles délimitent entre elles la vulve.
Et elles vont se diviser donc en replis antérieurs qui s'unissent donc juste ici pour former le prépuce, donc le capuchon du gland, donc du clitoris qui est juste en dessous. Et à leur partie inférieure, enfin le repli postérieur, lui donnera le frein du clitoris, comme on retrouve le frein du gland au niveau de la verge masculine. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah oui, voilà, on parle de repli antérieur et de repli postérieur, alors que vous vous dites, ah bah non, en fait, ça marche aussi sur celle-là. Non, non, mais oui, j'ai rien dit. En fait, quand on est en position gynécologique, donc la position gynécologique, ça, c'est celle-là, entre guillemets, vous allez avoir ce qui est antérieur en avant et ce qui est postérieur en arrière. Mais en fait, je viens de capter que ça va de soi. Voilà. Ensuite, la E était fausse, donc le vestibule ne comprend pas 3 parties, mais 2 parties. Donc le vestibule, c'est cette zone-là qui est compris entre les petites lèvres, le vestibule de la vulve. Et il va y avoir une partie urétrale antérieure et une partie vaginale en arrière, et il n'y a pas de portion rectale dans la vulve. Donc les bonnes réponses étaient A, B, C et D. Ensuite, QCM 19. Donc là, les bonnes réponses étaient B, C, D. Donc la A était fausse, les artères pudendales externes, supérieures et inférieures, vascularisent non pas le territoire postérieur, mais le territoire antérieur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas représentées sur ce schéma, mais il faut s'imaginer que notre artère fémorale est ici, et que donc il va y avoir l'artère pudendale externe supérieure et inférieure qui vont cheminer comme ça, et qui vont donc venir vasculariser le périnée dans sa partie donc antérieure. Ensuite, la B était vraie, donc les petites lèvres sont vascularisées par des branches de l'artère périnéale. Donc l'artère périnéale correspond à la deuxième branche de la pudendale interne. Donc la première, c'est la rectale inférieure qu'on a vue juste avant, et la deuxième, donc, c'est la périnéale, qui naît en arrière du transverse superficiel, et qui va donc venir ensuite cheminer en superficiel et gagner les petites lèvres. Alors, sur ce schéma, c'est pas forcément très clair, mais encore une fois, allez voir le néther et le camina, où les artères sont bien prolongées, et normalement, elles vont vraiment en nappe venir innerver les petites lèvres beaucoup plus loin. Là, elles s'arrêtent un petit peu avant, mais je vous assure qu'elles vont jusqu'aux petites lèvres. Voilà. Ensuite, la C était vraie, donc les veines pudendales internes drainent entre autres le clitoris. Donc, comme tout à l'heure, il faut réfléchir en termes de paquet. Puisque l'artère pudendale interne aura pour branche terminale la dorsale du clitoris, mais juste avant elle donnera la bulbo-vestibulaire que voici. Ensuite, donc la branche terminale, la dorsale du clitoris. Donc si elle innerve le clitoris, alors, si elle vascularise le clitoris, alors elle sera drainée, enfin le clitoris sera drainé par la veine pudendale interne, puisque les territoires sont les mêmes. Ensuite, sur ce schéma, vous allez avoir la partie de gauche qui est une partie superficielle où on a réséqué l'ischio-caverneux, et une partie donc à droite qui sera un peu plus profonde où on a gardé l'ischio-caverneux et où on peut mettre en évidence l'artère profonde du clitoris. Voilà. Ensuite, donc le nerf pudendal interne est le nerf principal de la vulve, c'est vrai, et ça on le détaillera juste après. Et la E est fausse, donc les organes érectiles ont une innervation végétative assurée non pas par le génitofémoral, mais par les nerfs caverneux. Donc les nerfs caverneux, comme chez les hommes, c'est les nerfs qui innervent les structures érectiles. Donc notamment, pensez au corps caverneux. Donc, vos corps érectiles, vous pensez pas, quand vous... Bon, je vous fais pas la scène. Vous pensez pas à bah tiens, là je vais avoir une érection, ou tiens, là je vais contracter, enfin je vais gorger de sang mon clitoris ou mes bulles vestibulaires pour faciliter la pénétration. Non, ça se fait automatiquement. C'est du système nerveux autonome, donc c'est végétatif. Pour ceux qui ont encore un peu de mal avec le terme végétatif, pensez à quelqu'un qui est dans un état végétatif, il contrôle plus rien puisque bah, c'est un légume. Donc, ce qu'il fait encore vivre, c'est son système végétatif qui fonctionne tout seul. Donc, ce système végétatif est à différencier du système conscient, donc la contraction consciente et la sensibilité consciente. Et la sensibilité consciente, ici, elle sera notamment apportée par le génitofémoral, l'ilio-hypogastrique et l'ilio-inguinal, juste pour rebondir sur le génitofémoral dont on a fait le piège.
avec l'ilio inguinal et l'ilio hypogastrique, il vascularise le mont du pubis et le tiers antérieur des lèvres. Mais ça, on le verra juste après. Donc les bonnes réponses étaient B, C et D pour ce QCM 19. Pour le QCM 20, les bonnes réponses étaient B et C. Donc la A était fausse, le gland du clitoris correspond donc à l'extrémité libre du corps, ça c'est vrai, mais il ne mesure non pas 2,6 mais 0,6 cm de diamètre. Donc il est tout petit. Et c'est un organe qui est par contre sujet à modification. Quand vous allez commencer à le stimuler, il va se gorger un petit peu de sang et il va augmenter un tout petit peu. Mais pas BZ. Ensuite, la B était vraie, donc la face inférieure des bulbes vestibulaires est recouverte par les muscles spongieux. Donc encore une fois, on se retrouve sur cette vue avec le muscle spongieux qui s'étend du centre tendineux du périnée à la face inférieure du clitoris en avant, et qui recouvre en dessous, enfin ce qui se situe en dessous de lui, ce sera donc les bulbes vestibulaires que l'on voit juste ici, donc ces structures érectiles. Ensuite, la C était vraie, donc le clitoris est vascularisé par la branche terminale de la pudendale interne, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est l'artère dorsale du clitoris. Ensuite, la D était fausse, donc le clitoris est drainé par non pas les artères mais des veines pudendales internes, qui se jettent non pas dans des artères mais dans des veines iliaques internes. Donc là, le piège, c'était donc sur la confusion artère-veine dans le sens de circulation du sang. Donc on aime bien dire que les veines drainent et que les artères irriguent. Mais le professeur Durand-Fontagnier emploiera également le terme de vasculariser pour les artères. Mais elle ne l'emploiera pas pour les veines. C'est-à-dire qu'elle dira toujours qu'une veine draine, enfin toujours, je ne vais pas parler à sa place, mais le plus souvent, elle dit donc qu'une veine draine et qu'une artère vascularise ou irrigue, mais le plus souvent c'est vascularise. Même si vasculariser, en fait ça vient de vasque, vaisseau, et donc ça réfère à tout ce qui a une circulation à l'intérieur d'un vaisseau. Donc normalement les veines vascularisent entre guillemets aussi. Mais c'est pas dans ce sens qu'on emploie le terme ici. Voilà. Et la E était fausse, donc l'innervation, non pas végétative cette fois-ci, mais sensitive du clitoris, est assurée par le nerf pudendal interne. Donc le nerf pudendal interne, c'est ce gros nerf que l'on voit juste ici. La première branche, c'est le rectal inférieur dont on a déjà parlé. La deuxième branche, c'est le périnéal. Alors sur ce schéma, il est représenté avec un tronc commun entre rectal inférieur et périnéal au début, mais normalement, la plupart du temps, il se détache directement en fait du nerf pudendal interne. Et ensuite, vous allez avoir le nerf dorsal du clitoris, donc juste ici. Donc c'est une innervation sensitive, donc quand vous vous amusez entre amis, les sensations, elles vont être apportées par ces nerfs à la moelle. Donc vous allez recevoir la sensation qu'il y a une stimulation, et la moelle en réponse, elle, par les nerfs caverneux, elle va envoyer une information comme quoi il y a stimulation, ça veut dire qu'il y a un rapport qui est en train de se produire, et pour que le rapport fonctionne, chez la femme, donc il faut gorger de sang les bulbes vestibulaires pour faciliter la pénétration. Chez l'homme, il faut faire une érection. Donc les nerfs caverneux, ils arrivent et ils vont dire « Ok les gars, faut qu'on gorge de sang les structures érectiles pour permettre le rapport. » Donc la différence, c'est qu'il va y avoir une sensibilité consciente ici de stimulation apportée par le contingent pudendal interne, et en retour, il y aura du végétatif, donc c'est pas qu'on contrôle pas, qui va dire faut gorger de sang les structures. Donc voilà. Donc les bonnes réponses étaient B et C pour ce QCM20. Donc voilà, donc j'espère que la correction s'est bien passée. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon courage pour les révisions que vous êtes en train de faire. Alors c'est un moment, voilà, ça fait déjà quelques mois quand même qu'on y est, donc on commence un petit peu à fatiguer, un petit peu à peiner, mais bon, les beaux jours, là actuellement il pleut à Limoges, mais normalement les beaux jours arrivent, donc ça devrait vous motiver un petit peu pour travailler, garder en tête l'été, la plage, etc. Ça va vous motiver pendant cette période. Profitez aussi de vos proches, profitez de vous également, prenez du temps un petit peu de temps en temps, surtout avec le contexte actuel, les sorties limitées, etc., pour vous changer les idées, regarder un film, écouter de la musique, dessiner, peindre, je sais pas, bref, votre passion. Vous prenez votre passion, vous en faites un petit peu de temps en temps,
pour vous vider la tête. Ça vous permettra de mieux tenir pendant les révisions. N'ayez pas peur de culpabiliser, ça j'aime bien le répéter, en vous disant bah tiens je vais moins travailler, pendant ce temps-là d'autres vont travailler, vont prendre de l'avance. Alors certes, il y en a peut-être d'autres qui vont travailler pendant ce temps-là, mais ils vont travailler avec l'esprit qui enfarine et ne fonctionne pas bien, parce qu'ils n'ont pas pris cette pause. Alors que vous allez repartir de plus belle et vous serez d'autant plus efficace. Donc les pauses, toujours avec parcimonie et tact, sont essentielles. Et puis bah voilà, bon courage pour vos révisions, donnez le meilleur de vous-même, éclatez-vous, et je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures.